L'analyse thématique en mode preuve. L'analyse thématique en mode preuve consiste en ce que j'ai appelé tout à l'heure de l'interprétation. Donc là, je vous propose une définition. Il s'agit d'attribuer des significations aux données qui ont déjà été condensées et organisées. Et ces significations, cette compréhension, cette intelligence des données est produite par la formulation de relations ou de configurations qui sont exprimées dans des propositions ou dans des modèles préexistants. Autrement dit, interpréter consiste à faire des liens entre des données condensées et organisées et des théories existantes et dont l'analyse a la connaissance. Il s'agit de reconnaître dans le matériau des éléments permettant de justifier du lien avec une théorie, permettant de montrer en quoi une théorie peut être pertinente pour lire ce matériau. On dit très couramment cette expression, utiliser une théorie pour lire du matériau. Voilà, donc ça veut dire qu'on pourrait prendre un exemple très concret, mais qui est très souvent utilisé dans le cadre des enseignements. Ça veut dire que utiliser une théorie, ça revient à porter une paire de lunettes qui filtre et qui filtre en fonction de la théorie. Vous changez de paire de lunettes, vous changez de théorie et vous n'obtenez pas les mêmes résultats. Mais dans tous les cas, l'interprétation est toujours systématiquement reliée donc à l'ensemble de concepts articulés qu'est la théorie préexistante et choisie donc par l'analyste. Comme pour la démarche en mode compréhension, en mode découverte, il va s'agir, ceci dit, et quels que soient les résultats, quelle que soit la manière dont ils ont été produits, il faut toujours penser à vérifier la validité des conclusions émises. Et donc ça sera une autre partie de ce cours qui vous sera dispensée et qui vous donnera les éléments pour pouvoir argumenter ces points. Alors l'interprétation en mode preuve, donc j'y reviens, l'objet principal, et bien effectivement ça signifie que l'objet scientifique initial a été construit à partir et dans le cadre de l'inscription dans une théorie, et que dans ce cadre-là il a été pensé donc une ou des hypothèses en amont même de l'enquête et avant même l'élaboration du protocole d'enquête. L'objectif va donc être de prouver ou au contraire d'infirmer le fait que l'hypothèse ou les hypothèses sont justes. On parle en général d'interprétation en mode preuve, mais aussi d'interprétation dans le cadre d'une démarche hypothético-déductive. Dans le cadre de l'exemple que j'ai choisi et avec lequel je vais continuer, je vous propose d'analyser le même matériau, mais cette fois-ci dans le cadre d'une inscription théorique préalable. En l'occurrence, celle que j'avais choisie était la théorie de la lutte pour la reconnaissance, qui est une théorie très connue d'Axel Honneth, qu'il a rédigée en 1992 et qui a été traduite en 2000, édition du Cerf si je ne me trompe pas. Cette hypothèse a permis de lire autrement le même matériau. Donc là, je vous avais montré un exemple à partir de la production d'une typologie concernant les émotions. Là, il va s'agir plutôt d'hypothèses principales qui sont donc pensées dans le cadre de la théorie de la lutte pour la reconnaissance d'Axel Honneth. Et en l'occurrence, dans le cadre de cette théorie, Axel Honneth a produit 4 modalités de reconnaissance qu'on a vu aussi précédemment et qui permettent donc de penser le soin dans ce cadre. En l'occurrence, donc, la situation de mise à nu du corps de l'homme blessé peut être pensée donc comme une expérience d'humiliation, de mépris. Vous vous souvenez des émotions qui ont été évoquées et qu'on trouve dans le matériau. Et également, ces expériences d'humiliation et de mépris engendrent un processus de modification identitaire de l'homme blessé, parce que dans le cadre des interactions sociales dans lequel maintenant il est inscrit, les formes de reconnaissance, les modalités de la reconnaissance ne sont plus les mêmes.
Donc, dans la théorie d'Axel Honneth, ce qu'il faut comprendre, c'est que celle-ci est fondée sur... en tout cas, il y est démontré que l'individu ne se pense pas seul. Il se pense, il a des capacités cognitives pour se donner du sens, et donner du sens à l'expérience qu'il a de lui-même, mais à travers le regard des autres. Autrement dit, suivant la manière dont il est reconnu, il pourra lui-même se penser ou pas. Son identité est donc nécessairement évolutive en fonction de ce que pensent les autres de lui. Donc ça, c'est un enjeu majeur de la conception qu'a Axel Honneth de l'identité humaine, de l'identité sociale, très exactement, mais qu'il ne différencie pas avec l'identité individuelle ou personnelle comme Erving Goffman. Pour lui, c'est une seule et même identité, mais dont chacune, en fait, chacun des deux pôles, finalement, l'individu arrive à se penser, mais parce qu'il est regardé par autrui, et donc il arrive à capter ce que pense autrui de lui-même. Voilà. Qu'est-ce que va donner l'analyse du matériau avec ce type-là de théorie? Eh bien, écoutez, cette théorie de la socialisation et de la formation de l'identité du sujet, qui met en avant, qui jette la lumière sur toute la nécessité de l'intériorisation par l'individu d'expériences de reconnaissance par autrui, et de leur réitération au cours du temps pour qu'il puisse vraiment les intérioriser comme étant quelque chose de valide et sur lequel il peut compter, lui permettent donc de se développer pleinement et lui permettent également de préserver son intégrité. La modification de ces reconnaissances, et en l'occurrence la modification par des regards de pitié, de charité, de condescendance, etc., viennent complètement mettre à mal les anciennes expériences qu'avait l'individu de lui-même dans le regard d'autrui, et donc l'amènent à modifier son identité. Plus avant, on peut aller beaucoup plus loin dans l'interprétation, et par exemple, on peut aussi se dire que cette façon de regarder les corps différents, les corps modifiés par la maladie, par le handicap, etc., sont des représentations normatives, au sens où des représentations qui imposent des normes, donc qui ont un point de vue moral, et que ces représentations normatives ont été intériorisées par l'individu bien avant son accident, bien avant la blessure de la moelle épinière. Et lorsque lui-même se retrouve dans cette situation de handicap, il a intériorisé cette façon-là d'évaluer les corps, et il peut donc la mobiliser pour lui-même. Et donc la reconnaissance d'autrui, il va pouvoir l'anticiper. Il connaît déjà les significations qui sont associées à l'intrusion systématique dans son intimité corporelle, pour des raisons de soins et d'hygiène, bien évidemment, mais il sait ce que signifie cette intrusion dans l'intimité corporelle dans la culture contemporaine, dans la culture qui lui est contemporaine. Parfois, par conséquent, il mesure tout à fait ce qui pourrait être logique de penser des pratiques soignantes, et cette intrusion dans le corps peut amener des patients à s'exprimer en parlant des soignants et en parlant des soins qu'ils reçoivent, en tout cas de certains de soins, notamment des soins qui ont à voir avec la question, par exemple, de la possibilité d'uriner ou de déféquer. Certains soins donc peuvent être intrusifs dans le corps, et les patients vont utiliser le vocable de viol. Un certain nombre d'entre eux vont le faire, d'autres vont dire qu'ils sont des objets, qu'ils sont un bout de viande dans les mains d'autrui, pour vraiment... et là, vous voyez bien que leur interprétation, les mots qu'ils utilisent sont des mots qui disent toute leur dégradation, leur disqualification, ce sentiment d'humiliation, de mépris, etc., qui n'est pas forcément dans le regard des soignants, mais qui est dans le regard qu'ils anticipent d'autrui, parce que eux avaient intériorisé ces valeurs et cette façon de regarder le corps différent, le corps en situation de handicap.
Et dans le même temps, les soignants qui vivent dans la même société contemporaine, qui connaissent la même culture, qui en connaissent les valeurs, eux-mêmes, et puis qui connaissent les patients qui vivent avec eux au quotidien, eux-mêmes sont très inquiets. Ils sont très mal à l'aise parce qu'ils savent et ils imaginent très bien ce que vivent les accidentés. Et donc ils essayent, autant qu'il leur est possible, de minimiser tout ce qui pourrait amener l'homme blessé à se sentir humilié ou méprisé. Mais ceci dit, et quoi qu'il en soit, le simple fait de vivre dans cette culture et d'avoir l'occasion de rencontrer d'autres types de regards que ceux simplement des soignants, par une sortie un week-end en ville, etc., l'homme blessé donc se sent atteint très profondément dans sa dignité et il n'a aucune échappatoire. Donc voilà, tout un travail d'analyse, de décortiquage du processus de modification identitaire qui peut être opéré grâce à l'analyse, grâce à la théorie préexistante d'Axel Honneth, dont vous voyez aussi tout l'intérêt. Donc il y a donc cette façon de produire également de la connaissance par l'interprétation, mais qui suppose a priori de valider une théorie et de l'avoir choisie comme étant celle pertinente. Donc ce sont également des choix à articuler, à justifier, pardon.